Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Le 29 juillet 1973, disparaissait à Madrid Henri Charrière, alias Papillon. Celui qui était devenu, suite à la publication de ses mémoires, le bagnard le plus connu de la planète, a achevé sa vie dans l'opulence et la célébrité. Immortalisé au cinéma sous les traits de Steve McQueen, Papillon est devenu le symbole de cette aspiration à la liberté qu'aucun coup du sort ne peut éteindre. Pourtant, les années passant, de nombreux doutes ont été émis par certains écrivains et journalistes tentés d'éprouver la véracité des épisodes relatés par l'ancien bagnard. Quelle a été sa vie dans le pénitencier de Saint-Laurent-du-Maroni ? Comment s'en est-il évadé ? A-t-il menti sur ses exploits ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode en 2 parties. Première partie, aux portes du pénitencier. 26 octobre 1931, palais de justice de la Seine à Paris. Le temps est gris, il fait froid. Un vague brouillard flotte sur les quais. On a tiré Henri Charrière, un jeune homme de 25 ans, de la cellule qu'il occupe à la conciergerie depuis près d'1 an. Accusé du meurtre d'un proxénète de Montmartre, il se prépare à entendre le verdict prononcé par la cour. Depuis son arrestation, il ne cesse de clamer son innocence. Son avocat le rassure. Rien ne peut être prouvé contre lui dans ce crime, il sera acquitté. Lorsque retentit l'ordre de se lever, Henri Charrière, confiant, toise ce petit groupe de magistrats dont le métier est de décider du sort des hommes. Il a tenu à se présenter à eux dans son plus beau costume. À son cou, un nœud papillon bleu ciel qui contraste singulièrement avec la pourpre de ses juges. Debout, Henri Charrière sent son cœur battre plus vite que de coutume. Accusé, les jurés ayant répondu oui à toutes les questions sauf une, celle de la préméditation, vous êtes condamné à subir une peine de travaux forcés à perpétuité. Avez-vous quelque chose à dire ? Henri Charrière, malgré l'effrayant verdict, n'exprime pas la moindre émotion. Il répète seulement qu'il est innocent. Ce jeune prévenu vient d'être condamné à ce qu'on appelle alors dans le monde de la criminalité les durs. Les durs, ce sont les travaux forcés. Ils font trembler les pires scélérats. En Guyane, où se trouve le pénitencier, on parle de 80% de morts par an. Si les effectifs de la prison se maintiennent bon an, mal an, c'est juste parce que chaque année apporte son lot de 2000 détenus. La Guyane, c'est la chaleur étouffante, c'est l'humidité, les moustiques, la malaria, la fièvre jaune, la tuberculose. On dit même qu'ils y trouvent des lépreux. Nul ne s'échappe de cet enfer. On y va pour y pourrir et y terminer sa vie en quelques mois. On a ramené Henri Charrière dans sa cellule de la conciergerie. Toute la nuit, il rumine des projets de vengeance. Il rêve de crever les yeux du procureur, de lui arracher la langue. Au petit matin, ayant épuisé toutes les ressources de son imagination pour faire payer ses bourreaux, il se fait le serment de ne pas rester plus de 2 ans au bagne. C'est juré, il s'en évadera. Parmi les prisonniers, Henri Charrière jouit d'une réputation de dur à cuire, mais un dur apprécié pour sa droiture, son honnêteté, sa fidélité en amitié. Au milieu de cette population de criminels de toute catégorie, il est l'un de ceux qui a le dossier le plus léger. D'abord connu pour des faits de petite délinquance, il s'est fait épingler pour proxénétisme. Mais on a peine à croire que ce beau gaillard, dont le charme et le charisme ont fait chavirer le cœur de beaucoup de femmes, ait pu, comme on l'a dit, poignarder froidement un collègue, parce qu'il le soupçonnait d'être un mouchard. Pour tous ses compagnons de captivité, la peine qu'on lui inflige est tout bonnement invraisemblable. Les jours passent,
Lors de son transfert à la centrale de Caen, dernière étape avant l'île de Ré, on donne à Henri Charrière sa tenue de bagnard, veste et pantalon de bure et une paire de sabots. Durant les mois d'hiver, il faut bien s'habituer à souffrir du froid dans ce nouveau costume. C'est à l'île de Ré que Charrière scelle ses plus belles amitiés. Dans sa cellule, un prêtre vient lui parler. Il n'est pas sourd à l'espérance. Au moment de prier, il pleure. Mais pas question de pardonner à ses juges. Pour lui, c'est mission impossible. Cette injonction de pardonner, il en rêve la nuit, peine perdue. Le sentiment d'injustice, l'humiliation, la perspective de terminer sa vie au bagne, tout cela appelle la vengeance. Dans la solitude de sa cellule, il ressasse son passé. Son enfance dans une famille aimante, sa mère, qu'il aimait jusqu'à l'adoration, morte alors qu'il avait 11 ans. Il ne s'en est jamais remis. Cette mort soudaine a été la première injustice qu'il ait eu à subir. Il voit dans ce premier drame l'origine même du processus qui l'a mené en prison. Son père l'envoie en pension dans le Midi, à Cray. Là-bas, il prend l'habitude de se battre. Une simple allusion désobligeant à sa condition d'orphelin de mère et les coups pleuvent. Il finit par être renvoyé. Son père lui suggère alors de s'engager. Un peu de discipline lui fera du bien. Il signe donc pour 3 ans dans la marine. Mais bien loin de le calmer, l'expérience confirme qu'il est allergique à la hiérarchie et incapable de se plier aux ordres. Les punitions s'enchaînent. Et c'est à cette époque qu'avide de liberté, il se fait tatouer un papillon sur la poitrine. Ce papillon sera son emblème et son surnom. Ses camarades ne l'appellent plus que Papy. Au bout de quelques mois, il sait qu'il n'a aucun avenir dans l'armée. Les incidents successifs figurant dans son dossier l'identifient comme une tête brûlée, bonne pour les corvées ou le trou. Il décide de se faire réformer. Mais comment ? Une seule issue, s'infliger une blessure grave et suffisamment invalidante. Alors, ayant posé son pouce sur un billot, il l'écrase à coups de pierre. Il obtient ce qu'il voulait. Il quitte l'armée le 28 avril 1927. Il y aura passé 2 ans. Retour à la prison de Caen. Après un séjour de plusieurs mois dans ses murs, Papillon est transféré à la forteresse de Saint-Martin-de-Ré. Avec ses compagnons de cellule, il a déjà mis au point les grandes lignes de son projet d'évasion. Le 29 septembre 1933, à 6 heures du matin, les condamnés sont rassemblés dans la cour de la forteresse. Le vaisseau La Martinière est à quai. On va y embarquer les 1870 bagnards en colonne par 2. Papillon fait partie des 40 premiers. Ses compagnons d'infortune et lui sont entassés à fond de cale. Sur les barreaux, un carton est accroché. Salle numéro 1. 40 hommes, catégorie très spéciale. Vigilance continue et stricte. Le voyage en bateau jusqu'à Cayenne, ce sont 18 jours d'une traversée éprouvante, émaillée par quelques incidents, dont le meurtre d'un prisonnier. Papillon a réussi à planquer un bistouri volé à l'infirmerie. Dans son rectum, il a caché un tube d'aluminium, un tube que les bagnards appellent un plan et qui contient de l'argent en billets de banque. Le bagne de Cayenne jouit d'une réputation sinistre. Ouvert en 1852, il a donc 80 ans d'existence, à l'époque où Papillon le découvre. On dit que les conditions de vie y ont un peu changé depuis que le journaliste Albert Londres en a dénoncé l'horreur dans un livre publié en 1925. Intitulé « Au bagne », ce livre a été un véritable coup de tonnerre dans le ciel serein de la discipline pénitentiaire. Il a obligé cette administration à engager quelques réformes et à respecter certaines règles élémentaires d'humanité. Papillon entend dire qu'à Cayenne, on a tourné la page des sévices ignobles dont certains ont été rendus publics par la déportation inique du capitaine Dreyfus.
l'administration du bagne a été intégralement confiée à l'armée. Du directeur au médecin, en passant par les geôliers, tous sont militaires. La discipline ne doit plus signifier la torture. Lorsque Papillon aborde en Guyane, il y rejoint 4500 bagnards gardés par 400 surveillants. Le pénitencier comprend plusieurs sites. Le camp central se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni. Dans les forêts, on a placé 2 camps satellites. Le Malgache Godbert pour les fortes têtes, le Nouveau Camp pour les invalides. D'autres annexes de moindre importance sont situées à l'embouchure du fleuve, dont Cayenne, et sur les îles Royales et Saint-Joseph. L'île du Diable, où avait été déporté le capitaine Dreyfus, a compté jusqu'à 1000 bagnards. Mais en 1933, il n'y a plus qu'une poignée de prisonniers politiques, pour la plupart des espions de la Grande Guerre. Ils ont été laissés là, livrés à eux-mêmes, sans aucune obligation de travail. Ils élèvent des poules qu'ils vendent dans les villages du continent. Au large de Saint-Laurent, à portée de Jumelles, se trouve un petit îlot où sont isolés les lépreux, qui ne sont jamais plus d'une vingtaine. Le bagne de Cayenne a cette particularité de ne compter que des condamnés à perpétuité. Parmi les nouveaux principes d'humanité, il a été décidé que les bagnards seraient soumis au même régime alimentaire que leurs gardes. L'habillement est rudimentaire, pantalons et vestes rayés, rouges et blancs, chapeau de paille. 1 an avant l'arrivée de Papillon, l'administration a décidé de chausser les détenus, qui allaient auparavant pieds nus. Mesure essentielle, car dans ces régions tropicales, de nombreuses infections graves peuvent être contractées au contact du sol. La cerise sur le gâteau de la charité, c'est l'arrivée en 1933 de moustiquaires distribués à chaque détenu. Toutes ces mesures ne sont hélas pas grand-chose, eu égard à l'extrême dureté du travail imposé aux bagnards, qui consiste pour l'essentiel à couper du bois dans les forêts avoisinantes. Chacun est tenu de couper 1 stère de bois par jour, scié et mis en ordre. 1 stère de bois, c'est 1 mètre cube de bois. Une fois la tâche achevée, on est libre de faire ce qu'on veut. Les cellules des prisonniers ne sont jamais fermées à clé. L'administration a pu s'apercevoir que la forêt tropicale était la plus éprouvée des serrures. Aucun évadé n'y a jamais survécu. On a même supprimé la fameuse manille, cette barre de justice fixée au mur et qui permet d'enchaîner les bagnards sanctionnés pour quelques délits. Lorsque le Lamartinière accoste à Saint-Laurent-du-Maroni, le 14 octobre 1933, la chaleur est étouffante. Dans la cale, plusieurs détenus ont perdu connaissance. Papillon jette un œil au hublot. Il fait une chaleur épouvantable, car on a fermé les hublots. À travers eux, on voit la brousse. On est donc dans le Maroni. L'eau est boueuse. Cette forêt vierge est verte et impressionnante. Des oiseaux s'envolent troublés par la sirène du bateau. On va très lentement, ce qui permet de détailler tout à son aise cette végétation vert obscure, exubérante et drue. On aperçoit les premières maisons en bois avec leurs toits de tôle de zinc. 3 coups de sirène et des bruits d'hélice nous apprennent qu'on arrive, puis tout bruit de machine s'arrête. On entendrait voler une mouche. Dès les premiers jours, Papillon et 2 de ses compagnons se débrouillent pour être hospitalisés. Tout prisonnier normalement constitué sait que c'est l'endroit d'où l'on s'échappe le plus facilement. Il a déjà en un rien de temps répertorié tous les accès et fait un tableau précis des tours de garde effectués par les geôliers. Il a remarqué que le porte-clés, chargé de fermer l'hôpital, vient parfois vérifier la présence des malades en allant jusqu'à soulever les draps. Il expose son plan, qui est bon selon lui parce qu'il est simple. Prélever l'un des pieds en fer de son lit, assommer le porte-clés, sortir, puis assommer les gardes, prendre leurs armes et sauter par-dessus le mur de la prison du côté du fleuve. Enfin, se laisser emporter par le courant. Enfantin. La perspective d'avoir à nager n'enchante pas ses camarades. Papillon s'acoquine alors avec Jésus,
un détenu libéré qui, condamné à la relégation, passe son temps entre les parties de pêche et l'hôpital. Jésus lui promet de l'attendre toutes les nuits sur son petit bateau, à l'aplomb du mur de la prison. Pour prix de ses services, quelques billets prélevés dans le fameux tube d'aluminium qu'il dissimule depuis les premiers jours de son incarcération. Quelle sera l'issue de cette première cavale ? Quelles péripéties attendent Papillon et ses compagnons ? Vous le saurez en écoutant la seconde partie de cet épisode. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, cavales et cavalcades, ou la vérité si je mens. Nous avons laissé Papillon la veille de sa première évasion du bagne de Saint-Laurent-de-Maroni en Guyane. Avec 2 de ses compagnons, il a mis au point un plan simple comme bonjour. On assomme les gardiens avec le pied en fer prélevé à un lit et l'on saute par-dessus le mur de la prison. En bas sur le fleuve, un petit canot nous attend pour nous emmener voguer sur les eaux de la liberté. Et le plan réussit à merveille. Papillon s'est juste entaillé les paumes des mains sur les tessons de bouteilles scellés en haut du mur du pénitencier. Une fois repêchés par leurs complices qui les attendaient dans le canot, le courant les emporte à grande vitesse vers l'embouchure du fleuve. Les évadés ont à peine repris leur souffle qu'ils ont déjà parcouru 1 kilomètre. Au loin, le pénitencier n'apparaît plus que par le feston de projecteurs qui garnissent son enceinte. Le matin suivant, à l'aube, ils abordent sur un rivage où, leur dit-on, personne ne les trouvera à condition de n'en pas bouger le temps que les recherches cessent. Les jours passent. Papillon et ses compagnons se nourrissent de variétés de coqs capturés aux alentours. Mais une nuit, ils sont découverts par un forçat évadé qui les avertit de partir le plus vite possible car la planque que le propriétaire du canot leur a indiquée est un très mauvais plan. Ce qu'il faut, c'est gagner l'île aux pigeons, où personne ne viendra les chercher parce qu'elle est la résidence forcée des lépreux. Ni une ni deux, les 3 fugitifs acceptent le conseil. Une fois arrivés à destination, ils reçoivent des lépreux, des vivres et un petit canot à voile qui va leur permettre de prendre le large et de gagner la Colombie. Partis à la faveur de la marée, ils atteignent enfin la haute mer. Durant 2 semaines, ils naviguent à vue, s'aidant de la position des étoiles la nuit. La tempête succède au beau temps. Il manque 100 fois de chavirer. Par chance, ils croisent un bateau de croisière dont les occupants proposent de les prendre à bord. Papillon refuse et demande simplement confirmation de sa route. La chance sourit aux audacieux. Après quelques jours, ils abordent dans le port anglais de Trinidad, au cœur des Caraïbes. Ils trouvent refuge chez un avocat anglais qui leur accorde l'hospitalité dans son immense demeure. Après des années de prison, c'est le luxe, sans transition. Dans le jardin de la propriété, il y a même une piscine. Cette résurrection, ce retour du tombeau, la sortie de ce cimetière où j'étais enterré, toutes ces émotions successives et le bain de cette nuit qui m'a réincorporé à la vie au milieu d'autres êtres m'ont tant excité que je n'arrive pas à dormir. Ayant refait leurs forces, les 3 fugitifs aidés par leur hôte reprennent le large. Leur but, le Honduras. Mais ils ont dû accepter de prendre à bord 3 relégués qu'ils devront déposer en Colombie. Papillon accepte avec réticence. Il ne faudra pas s'attarder dans un pays où, à l'évidence, leur tête est déjà mise à prix.
Les jours de navigation se succèdent entre mer d'huile et tempête. Parvenus à vue des côtes colombiennes, ils attendent le moment favorable pour accoster. Malheureusement, une vedette de garde-côte les repère. Ils sont arraisonnés, puis arrêtés. Les policiers colombiens n'ont aucun mal à identifier ce que tout le monde recherche depuis plus d'1 mois. Retour à la case départ. Papillon et ses 2 compagnons sont immédiatement incarcérés. Un vieux journal m'est prêté par un prisonnier colombien. En première page, nos 6 photos, et au-dessous le commandant de la police, avec son énorme chapeau de feutre, un cigare à la bouche, et la photographie d'une dizaine de policiers armés de leurs pétoirs. Je comprends que la capture est romancée et embellit le rôle joué par eux. On dirait que la Colombie entière s'est sauvée d'un danger terrible par notre arrestation. Mais il en faut plus pour abattre Papillon. En 1 semaine, il s'est accoquiné avec un bandit de la prison qui lui fournit de quoi s'évader une nouvelle fois. Là encore, le plan est enfantin. Ouvrir ses menottes à l'aide d'un fil de fer, puis scier les barreaux de la cellule avec une scie à métaux achetée au fameux bandit. Une fois un barreau décellé, se faire la belle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les 3 Français, les 3 Frances, comme on les appelle ici, n'ont pas fait 2 semaines de prison que déjà les voilà envolés. Ils marchent jour et nuit, ne mangent presque rien. Ils parviennent dans la péninsule entre Colombie et Venezuela, où vivent les Indiens Guajiros. Cette tribu leur accorde le gîte et le couvert. On se presse autour de Papillon, on examine son tatouage, qui semble impressionner les guerriers de la tribu. Une vie nouvelle commence pour les 3 fugitifs. Un vieil Indien m'examine sous toutes les coutures. Il me fait quitter mon pantalon transformé en short. Quand je suis nu comme un ver, me fait asseoir sur une pierre près du feu. Il met sur le feu des feuilles vertes qui font beaucoup de fumée et sentent la menthe. La fumée m'entoure à étouffer, mais je ne tousse presque pas, et attends que cela passe pendant près de 10 minutes. Après, il brûle mon pantalon et me donne 2 caches-secs d'Indien, l'un en peau de mouton et l'autre en peau de serpent, souple comme un gant. Il me passe au bras un bracelet de lanière tressé en cuir de chèvre, de mouton et de serpent. On fraternise, on apprend l'espagnol, et pour couronner sa nouvelle existence, on prend une femme et même 2. Papillon fait de 2 sœurs indiennes ses maîtresses officielles. Pourtant, après 1 an de vie à l'indienne, le jour vient où il faut partir. Rester en Colombie est trop dangereux. Il fait donc ses adieux à la tribu, et voilà Papillon et ses 2 acolytes en route pour Santa Marta, le port qu'ils veulent gagner avant de quitter le pays. Malheureusement, c'est encore la case prison qui les attend. Ils sont trop identifiables. Hébergés dans un couvent de bonnes sœurs, ils sont dénoncés puis arrêtés. Le cachot dans lequel Papillon est alors jeté est effrayant. À la marée montante, l'eau monte jusqu'à mi-corps, amenant une multitude de rats, de 1000 pattes et de crabes, tout cela dégageant une odeur infecte. Pas question de moisir ici. Les jours passent, nouveau plan pour s'échapper. Avec la complicité de détenus colombiens, on décide du plan suivant. Tu commences demain à enlever un policier de la garde de nuit. Dans 3 jours, tu en enlèves un autre. Puis, quand il n'y en a plus qu'un, tu fais installer une guérite face à la porte de la cellule. La première nuit de pluie, la sentinelle va s'abriter dans la guérite et moi je sauterai par la fenêtre derrière. Pour la lumière autour du mur, il faut que tu trouves le moyen de faire toi-même le court-circuit. Quant au pêcheur, le canot doit être attaché par une chaîne dont il aura forcé le cadenas lui-même, de façon que je n'ai pas à perdre de temps. Les voiles prêtes à être hissées et 3 grosses pagaies pour prendre le vent. Nouvelle cavale, nouvel échec. Cette fois, les fugitifs qui ont pris le large comme de coutume vont chavirer et tomber littéralement entre les mains de la police. Ramenés au bercail de Cayenne, ils sont jugés pour tentative d'évasion. Papillon est condamné à 2 ans de réclusion forcée sur les îles du Salut au large de Cayenne. 2 ans à l'isolement sans sortir. Mais rien ne le décourage.
Il parvient à se faire une amie de la femme du chef de camp. Il peut jouir d'une certaine liberté, notamment celle d'aller à la pêche. Il a repéré dans le cimetière du pénitencier une tombe fraîche. Il décide d'en faire une planque pour faire un radeau. Le jour venu, Papillon et 3 complices viennent prendre les lattes de bois préparées depuis des mois et cachées dans les voûtes du tombeau. On assemble les parties soigneusement numérotées, mais au moment de gagner le rivage, nouveau coup de théâtre. Ils sont interpellés par des gardes qui ont été avertis la veille par un mouchard. 19 mois après sa première cavale, Papillon retrouve sa prison initiale, et cette fois pour longtemps. 11 ans après, Papillon est toujours au bagne. Il prend comme un signe d'être envoyé à l'île du Diable sur le banc même de Dreyfus. Nous sommes en 1941. Il y a 11 ans que je suis en prison. J'ai 35 ans. Les plus belles années de ma vie, je les ai passées ou en cellule ou au cachot. Ce banc où Dreyfus, condamné innocent, a trouvé le courage de vivre quand même, doit me servir à quelque chose. Ne pas m'avouer vaincu. Tenter une autre cavale. Oui, cette pierre polie, lisse, surplombant cet abîme de rochers où les vagues frappent rageusement sans arrêt, doit être pour moi un soutien et un exemple. Dreyfus ne s'est jamais laissé abattre et toujours jusqu'au bout, il a lutté pour sa réhabilitation. C'est vrai qu'il a eu Émile Zola avec son fameux J'accuse pour le défendre. S'il n'avait été un homme bien trempé, devant tant d'injustice, il se serait certainement jeté dans le gouffre de ce même banc. Il a tenu le coup. Je ne dois pas être moins que lui et je dois abandonner l'idée de faire une nouvelle cavale avec comme devise vaincre ou mourir. C'est le mot mourir que je dois abandonner pour ne penser seulement que je vais vaincre et être libre. Cette fois, l'entreprise d'évasion est particulièrement risquée. Il s'agit tout bonnement de se jeter du haut de la falaise, après avoir dissimulé 2 sacs remplis de noix de coco sur le rivage. Ce sera la belle des belles. La nuit venue, Papillon, qui a œuvré les jours précédents pour confectionner et cacher son étrange radeau de coco, se jette dans la plus grosse vague, les fers aux pieds. Intimement, il sait que c'est sa dernière chance. Et la chance lui sourit. Après plusieurs jours de mer, accroché à son radeau de noix de coco, il parvient à gagner le rivage. Victoire! Il se trouve près de Georgetown, en Guyana, où il n'est pas recherché et où il ne sera pas arrêté. On comprend aisément que tant de péripéties aient pu enthousiasmer des milliers de lecteurs, puis des millions de spectateurs. Quand l'éditeur Robert Laffont décide de publier les souvenirs de Papillon, il fait faire une enquête pour vérifier certains détails. Il en ressort convaincu que toute cette histoire est frappée du sceau de la vérité. Pourtant, avec le temps, nombre d'anciens détenus qui ont connu Papillon vont affirmer les uns après les autres qu'il a tantôt exagéré, tantôt inventé ses aventures. Intrigué par le personnage, l'éditeur Gérard de Villiers se décide à son tour à mener une enquête minutieuse. Il part pour la Guyane et retrouve un à un tous ceux qui ont connu Papillon. Il visite tous les lieux décrits par le célèbre bagnard. Il en revient avec les preuves que la quasi-totalité des épisodes relatés par le héros sont soit les exploits d'autres évadés, soit de pures inventions. D'abord, comment accorder crédit à un homme qui prétend avoir compté 1870 détenus en partance pour la Guyane, quand le bateau La Martinière ne pouvait en contenir que 800 ? Dans la description que Papillon fait du bagne, il parle des mitraillettes dont sont armés les gardes. Or, à cette époque, aucun garde n'avait de mitraillettes. Lors de sa première évasion, il prend une direction opposée à celle de l'île des Lépreux. Les détails qu'il donne correspondent à un endroit précis du fleuve où il était impossible de ne pas se faire intercepter. Parvenu à Trinidad,
Papillon dit avoir été l'hôte d'un avocat qui lui présente sa femme et sa fille. Gérard de Villiers a rencontré cet avocat. Il n'a jamais été marié. En outre, l'intéressé ne parle pas un traître mot de français. Et Papillon, lui, ne savait pas un traître mot d'anglais. Ensuite, il prétend être resté l'hôte des Indiens durant 1 an. Le décompte de chacun de ses séjours en divers lieux étant fait, il n'a pas pu y rester plus d'1 mois. Petit mensonge deviendra grand. Papillon évoque ses relations avec le chef de camp lors de sa réclusion sur l'île du Salut. Or, à son époque, il n'y avait pas de chef de camp là où il se trouvait. Et chaque jour, contrairement à ce qu'il affirme dans ses souvenirs, il bénéficiait de 3/4 d'heure de promenade. De retour à la prison centrale, il raconte ses entrevues avec le commandant en chef. Il parle avec ce dernier comme s'il s'adressait à un ami. Ce dernier lui montre même son dossier de condamné. Or, tout cela est impossible. Aucun détenu n'a jamais rencontré le commandant en chef, qui avait en outre la réputation de considérer les bagnards comme du bétail. Quant à pouvoir consulter son dossier de condamné, c'est formellement interdit par le règlement. Mais c'est sa célèbre cavale depuis l'île du Diable qui mérite le détour. Gérard de Villiers a interrogé quelques condamnés qui s'y trouvaient. Il a d'abord appris qu'il était impossible de flotter 40 heures avec 2 sacs de noix de coco. Ces derniers coulent en moins de 10 minutes. Il y a aussi un autre obstacle, et non le moindre. L'eau est littéralement infestée de requins. Et la mer à cet endroit recrache régulièrement les cadavres mutilés de ceux qui ont eu l'imprudence de se mettre à l'eau. Alors, comment Papillon a-t-il pu s'évader de cet endroit? La réponse est simple. Il ne s'en est jamais évadé parce qu'il ne s'y est jamais trouvé. Pourtant, les millions d'exemplaires vendus de ses souvenirs font d'Henri Charrière le modèle définitif de tous les taulards en quête d'évasion. Preuve que l'espérance se nourrit de la vérité comme du mensonge. C'est la fin de ce double épisode consacré à Henri Charrière, dit Papillon, le bagnard de Guyane. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend bien sûr sur le site d'Europe 1. À très bientôt.